Le débat africain, Alain Foucault. Après le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, c'est au tour du Burundi d'être secoué par une contestation populaire née de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat alors que la Constitution n'en autorise que deux. Des accords qui ravivent les tensions et menacent également la République du Congo où le président Denis Sassou Nguesso, qui arrive à la fin de son second mandat, semble lui aussi vouloir modifier la Constitution pour empiler. Même intention au Rwanda voisin où le président Paul Kagame, qui s'apprête également à faire sauter en éclats ce verrou de la limitation des législatures, a lancé un débat sur la question du nombre des mandats présidentiels. Parviendront-ils tous, malgré la pression de la rue et de la communauté internationale, notamment des grandes puissances qui sur le coup expriment leur désapprobation, à faire passer la pilule dans leurs pays respectifs? Cette limitation des mandats est-elle un gage de bonne gouvernance? Mais a-t-on, dans le même temps, le droit de changer les règles du jeu pendant la partie dans le sens où cela nous arrange? Ces tripatouillages de textes fondamentaux ne risquent-ils pas d'embraser ces nations? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à cette actualité qui a déjà fait plusieurs morts ces derniers jours au Burundi. Plusieurs invités au téléphone et dans ce studio 42 de RFI à ici les Moulineaux. D'abord, monsieur Pacifique Ninahazoué, le président du Forum pour la conscience et le développement au Burundi. Il est un peu le représentant de la société civile sur place. Il est en direct de Bujumbura, la capitale burundaise. Bonjour, monsieur Ninahazoué. Bonjour. Second invité en direct cette fois-ci de Brazzaville au Congo, Serge Michel Odzoki, le porte-parole du Parti congolais du travail, le PCT, ancien ministre des Sports. Bonjour, monsieur Odzoki. Bonjour. Jean-Claude Tezimana, le secrétaire général du Parti démocratique vert, est notre troisième invité. Il représente un jeune mouvement politique au Rwanda, manifestement l'unique parti qui exprime ouvertement son opposition au projet de modification de la Constitution que prépare le gouvernement pour permettre au président Paul Kagame de se représenter. Bonjour, monsieur Ntezimana. Bonjour beaucoup. Et puis sur ce plateau, dans ce studio, une femme, une consoeur qui était la correspondante de l'agence Reuters à Brazzaville, d'où elle a été expulsée par les autorités congolaises en septembre dernier. Bonjour Sadio Kanté Morel. Bonjour Alain Foucault. Voilà pour notre plateau. Alors on va démarrer par un rapide état des lieux des pays où cette question de la limitation des mandats agite la classe politique et la rue. Au Burundi d'abord, où le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, a fait valider sa candidature par la Cour constitutionnelle cette semaine, arguant que le premier mandat de 5 ans, au titre d'un article transitoire, n'entre pas dans le champ de l'article 96, qui prévoit que le mandat présidentiel n'est renouvelable qu'une fois. Est-ce que ce n'est pas vrai, Pacifique Ninahazoué? Est-ce qu'il n'a pas raison lorsqu'il dit que ce premier mandat qu'il a fait ne compte pas dans cette constitution? Non, il n'a pas raison. En fait, au Burundi, nous avons d'abord l'accord d'Arusha, et de cet accord est née la constitution du Burundi de 2005. Il est dit, que ce soit dans l'accord d'Arusha que dans la constitution, qu'au premier mandat, après la période de transition, le président de la République allait être élu par les deux chambres du Parlement. Tandis qu'il existe l'article 96. Et cet article qui régit les mandats présidentiels en période normale, lui, il est clair, il dit le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Or, le président Nkurunziza veut jouer sur les mots. Il dit, puisqu'au premier mandat, j'ai été élu par les deux chambres du Parlement, ce n'était pas un mandat au suffrage universel direct et par conséquent, j'ai droit de faire un autre mandat. Or, l'article 302 n'a exprimé qu'une exception de modalité, une modalité d'élection d'un président. Mais pour le reste, un mandat, c'est un mandat. Mais dans le même temps, on a aujourd'hui des juges qui ont décidé de lui donner raison, qui ont dit que le deuxième mandat, finalement, il y a droit parce qu'il n'a pas été élu au suffrage universel direct dans le premier mandat. C'est la manière dont les juges ont décidé. Vous savez, le vice-président de la Cour constitutionnelle a fui vers le Rwanda lundi et il a dit qu'ils étaient sous menace, que tous les juges opposés
au troisième mandat du président était sous menace de mort. Lui, il a préféré fuir le pays et 3 autres ont On l'a écouté sur l'antenne de Radio France Internationale. Oui. Ils ont apposé leur signature pour sauver leur vie. Alors, dans cette situation, la question qui reste, est-ce qu'une décision de justice ou un arrêt d'une cour qui est rendue sous menace de mort, est-ce que ça vaut encore la peine? Pour nous, nous disons, cet arrêt est nul et non avenu. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons continuer à protester comme nous le faisons depuis un peu plus d'une semaine. Nous allons continuer à manifester dans les rues de Bujumbura jusqu'à ce que le président Nkurunziza comprenne qu'il n'est plus possible d'obtenir ce troisième mandat par la force. Alors, au Congo aussi, ça secoue, ça remue, on ne parle que de ça, à Brazzaville, à Pointe-Noire, de la volonté des autorités sur place de changer cette constitution pour que le président Denis Sassou Nguesso, qui est à son 2e mandat, puisse se représenter. Alors, quel est l'argument que vous allez utiliser, vous, sur place, Monsieur Ozoki, pour justifier le changement de constitution? Oui, Monsieur Foucault, je voudrais, si vous le permettez, commencer par faire une remarque un peu d'ensemble. Je constate que quand vous parlez du débat de changement ou pas de constitution sur le continent africain, vous généralisez comme si d'un pays à l'autre, la situation était la même. Il me semble que ce n'est pas du tout ça. Le résultat est le même, Monsieur Ozoki, puisqu'il s'agit de modification de la Constitution. Oui, le résultat est le même, certes, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Et si on n'explique pas selon les latitudes comment ça se passe, eh bien on fausse un peu le débat. Alors dans la latitude congolaise, la spécificité du Congo se résume à ceci. La constitution actuelle, celle du 20 janvier 2002, tout le monde le sait, elle a été, disons, adoptée par rapport à une situation que nous avions vécue, la situation de guerre que nous avions connue en 97, la guerre du 5 juin. Au sortir de cette guerre, nous avons eu d'énormes problèmes et il nous a fallu mettre en place une constitution qui soit directement en prise ou en phase avec le contexte de l'époque. Et ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, c'est que quand justement le débat a été mené à cette époque-là par rapport à cette constitution, mais il y a beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui de l'opposition, leaders de l'opposition, qui avaient appelé à voter contre cette constitution et ils disaient tous que cette constitution n'était pas du tout, ne favorisait pas le processus démocratique, l'expression démocratique. Ils y trouvaient des éléments opposés à ce qui est la démocratie dans un pays. Malheureusement, à cette époque-là, ils n'étaient pas majoritaires, nous sommes allés au référendum et ils ont été battus, la Constitution a été adoptée. Elle a fonctionné pendant 13 ans et aujourd'hui, disons aujourd'hui non, depuis quelques années, eh bien les mêmes qui en 2002 s'étaient opposés à cette Constitution, ils ont réaffirmé leur opposition pour certains d'entre eux qui étaient candidats à l'élection présidentielle, ils avaient réaffirmé leur opposition farouche à cette constitution. Mais je ne veux pas vous interrompre, Monsieur Ozoki. Dans le même temps, cette constitution, elle a fonctionné pendant 13 ans. Qu'est-ce qui fait que ce soit à la veille seulement des élections présidentielles que tout d'un coup elle soit inadaptée et qu'il faille absolument changer la question de la limitation des mandats? Non, mais justement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette façon de présenter les choses, eh bien, ça biaise tout. Il ne s'agit pas uniquement de cet aspect-là. Vous voyez que plutôt le nombre de mandats, mais une constitution, c'est un ensemble. En tout cas, pour nous, au niveau du oui, mais elle a fonctionné pendant 13 ans. Elle a fonctionné pendant 13 ans, justement. Mais c'est pas parce qu'elle a fonctionné pendant 13 ans qu'on ne peut pas avoir un regard critique sur la façon dont cette constitution a fonctionné. Je voudrais vous dire une chose, Monsieur Foucault. Moi, je suis député à l'Assemblée nationale depuis 2 mandats. J'ai vu beaucoup de leaders de l'opposition qui sont à l'Assemblée comme moi et bien fustiger cette constitution-là au motif qu'elle ne favorise pas justement l'expression démocratique. Il ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée, parce que, disent-ils, et disent-ils encore aujourd'hui, cette constitution-là ne permet pas à l'Assemblée justement de jouer son rôle. Voilà. Mais quand on parle de là,
le reste s'ensuit. Mais on ne peut pas rien ne ramener ça au mandat. La réalité du Congo n'est pas du tout celle de nous. Sadio Kanté Moral. Oui, Monsieur Odjoki, vous parlez de 97, de la Constitution qui a été adoptée après la sortie de guerre de 97, sans ajouter qu'en 97, de 97 à 2002, déjà le président bénéficiait d'un état de grâce de 5 ans où il a pu réajuster, remettre les institutions en place pour fonctionner. Donc la Constitution de 2002, lorsque vous accusez les opposants de l'avoir acceptée à l'époque, elle ne l'avait pas accepté. L'opposition, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, vous me laissez parler jusqu'au bout. La Constitution de 2002, lorsqu'elle a été votée, l'opposition a tout de suite dit que non, il fallait pas. Il fallait modifier. Le parti majoritaire l'a refusé. Catégoriquement refusé, et c'est nous prenons connaissance de cet aspect de changement qui m'énervait de la part de l'opposition d'ailleurs, parce que à chaque fois qu'elle prenait la parole, c'était pour dire le président a l'intention de changer de modifier ou de réviser la Constitution. Je leur ai demandé, mais sur quoi vous vous basez si c'est pas votre fonds de commerce, si c'est pas un fonds de commerce pour vous? Ils se sont d'abord basés sur un article d'un beau parent de Sassou qui est journaliste. Je veux parler de notre confrère François Soudan qui a donné l'alerte de ce changement de constitution. Et au fur et à mesure, on arrive à moins de 2 ans d'un mandat et Monsieur Odjoki, soyez un peu honnête et dites-nous que l'article 185 ne permet pas au président de changer de constitution. Je vous lis cet article qui dit que l'initiative de la révision ou de la constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale, la forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République, ainsi que les droits énoncés aux articles au titre 1 et 2 ne peuvent faire l'objet de révision. Qu'est-ce que vous essayez de Alors, faire ce que je veux dire, si la Constitution parle de révision et aucunement de changement, et lorsque Sassou et son laboratoire de cabinet à tout trépatouillé ont vu qu'il n'était pas possible de changer, de modifier ou de réviser la partie qui les concerne, c'est-à-dire le nombre de mandats, ils sont passés à l'autre idée, c'est-à-dire maintenant mettre dans la tête des gens qui font un changement. Un changement de Constitution. Un changement, la Constitution ne se change pas comme ça. La Constitution du Congo est l'une des plus jeunes au monde. Elle n'a que 12 ans à l'heure où on est. Donc, monsieur Odjoki... On va revenir à la question du Congo, puisqu'il y a un autre pays aussi où ce débat est déjà en cours, où ce débat commence lentement et même a été lancé par les autorités sur place, c'est le Rwanda. Alors, monsieur Tezimana Jean-Claude, vous êtes finalement au Rwanda le seul parti politique qui n'est pas en faveur du changement de la Constitution qui limite le mandat du président Paul Kagame. Comment ça s'explique? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que le président Paul Kagame qui puisse gouverner ce pays-là et qu'il faille lui donner encore le temps pour développer son pays? Non, je ne pense pas que c'est le mal au président Paul Kagame et c'est lui qui peut diriger le pays donc pendant des années, pour dire que les autres personnes ne sont pas capables. Mais sinon, comment expliquer ce soutien de l'ensemble des mouvements, même d'opposition, à cette idée de changement de la Constitution pour qu'il puisse rempiler? Il y en a beaucoup de personnes, des gens qui viennent des coopératives, des associations, ainsi que même les personnalités, les hautes personnalités dans le gouvernement aussi, qui veulent que on peut donc réviser la Constitution pour donner la chance au président de continuer. Mais pourquoi on ne les entend pas ceux-là? Pour l'instant, on n'entend personne dans ce sens-là. Donc, les autres mouvements ici au Rwanda ou bien les autres partis politiques... les mouvements au Rwanda, les partis politiques au Rwanda semblent tous en faveur de ce changement de la Constitution. Visiblement, vous êtes le seul. Comment ça s'explique? C'est parce que nous premièrement, nous sommes le parti d'opposition ici au Rwanda. Nous sommes le seul parti qui se prononce opposant de l'État. Vous voulez dire que les autres partis ne sont pas des partis d'opposition? Oui. Qu'est-ce qui vous amène, vous, à être opposé à cette idée de changement de la Constitution? Tout le monde a l'air de trouver très bien Paul Kagame. Oui, ici, notre président, c'est le président qui est très aimé par la population. Mais je pense que ce n'est pas la raison qui peut donner cette chance de changer la Constitution. Même si le président aide la population pour se développer,
ça ne donne pas, donc, je ne vois pas l'importance de changer aussi la Constitution, parce que... Oui, mais si c'est lui seul qui peut donner le moyen de développer le pays, peut-être qu'il est mieux de le laisser au pouvoir, alors. Non, je ne pense pas. La Constitution doit être respectée, spécialement l'article 101, qui dit qu'on ne doit pas changer la Constitution pour augmenter le mandat du président. Je pense que les 2 mandats avaient été... Donc, on a adopté la Constitution pour donner la chance au président les 2 mandats, avec raison d'avoir la bonne gouvernance ici au Rwanda. Il y a la bonne gouvernance, non? Le pays est plutôt bien géré. Si l'on s'en tient à ce l'on lit et ce que l'on voit sur place, est-ce que ce n'est pas la raison qui amène les autres à demander qu'ils modifient la Constitution et puis qu'ils poursuivent sa tâche? Donc, pour nous, comme le Parti démocratique veut dire Rwanda, nous voyons que si on change la Constitution pour cette raison, donc on ne peut pas dire qu'il y a encore la bonne gouvernance. Je vois Sadio Kanté, Morel qui s'agitait ici. Alors, je ne comprends pas que toute une classe politique veuille accompagner un président à tuer une constitution. C'est manifestement le cas sur place. Et à tuer toute une constitution. Alors, il y a pas longtemps, j'ai entendu Ablaye Bathily des Nations Unies dire que à chaque fin de mandat, les entourages du président incitent le président à changer de constitution pour que eux profitent des largesses du pouvoir. C'est très souvent le cas. Mais là, on a affaire à tout un pays qui on sait avec des femmes qui manifestent pour qu'il modifie la Constitution. Je sais qu'économiquement, il a beaucoup fait pour le pays. C'est pas par son agriculture ni par son élevage, mais semble-t-il par le pillage des biens de la RDC qui ont fait qu'il a pu booster son taux de croissance pour booster l'économie de son pays. Mais est-ce que c'est vraiment une raison? C'est-à-dire ces crimes à l'humanité que de vouloir déchirer ou génocider l'acte fondamental de tout un pays. Moi, je pense que les frères rwandais devraient prendre conscience que l'État est une continuité. Au Mali, par exemple, lorsqu'on a connu les génocides qu'ils ont connus, peut-être que c'est l'une des raisons qui, pour lesquelles ils n'ont pas envie de modifier cette Constitution. À un moment de son histoire, une histoire difficile et dure. Ça permet au contraire la résilience pour que les différents successeurs puissent faire mieux. J'ai vu le Mali en 92 qui ne valait rien, c'était des pâtés de village qui faisaient la capitale Bamako. Alpha Omar Konaré, je parle en termes de développement social du pays, pas en termes politiques, a mis des bases. Mais 2 ans après, quand je reviens au Mali après avoir quitté Bamako, je vois que ce développement physique de la ville continue. Parce que ce sont des institutions qui sont là, qui marchent. C'est pas un seul homme. Et lorsque l'homme n'est plus là, est-ce que vous imaginez que Monsieur Kagame n'est pas éternel? Qu'un jour, que brusquement il peut partir? Ou qu'il pourra vivre 100 ans? Et donc il faudra le garder 100 ans pour les Burundais? Pour les Rwandais? Non, je crois qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement qui marche pas très bien. J'ai envie de poser la même question à Pacifique. Quand vous écoutez ça, qu'est-ce que cela vous inspire? La population qui demande au président de rester et de modifier la Constitution. Il n'y a personne ici qui demande à Pierre Nkurunziza de modifier la Constitution. C'est sa volonté personnelle. Même son parti s'est divisé en deux blocs. Parce que même au sein du parti, les gens ne sont plus d'accord. Alors, nous avons une grande différence avec le Rwanda. Au moins, au Rwanda, il parle d'un certain nombre de résultats. Mais chez nous, après 10 ans de la gouvernance Nkurunziza, nous avons un des pays les plus corrompus d'Afrique. Nous avons un des pays les plus pauvres du monde. Nous avons un pays où les libertés publiques sont extrêmement menacées. Nous avons connu beaucoup de cas d'exécution extrajudiciaire d'opposants politiques. Donc, il n'y a aucune raison, même si on devrait justifier à notre mandat par les résultats d'un président, chez nous, il n'y a aucune raison qui justifierait que Nkurunziza doit avoir un autre mandat. Encore que, de mon point de vue, la limitation des mandats est un principe extrêmement important pour la vitalité d'une démocratie. On va en parler dans la seconde partie du débat africain, puisque nous évoquerons cette question même de la limitation des mandats. Est-elle obligatoire? Est-elle un gage de bonne gouvernance? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. Le débat africain.
Alain Foucault. La question a renversé en octobre dernier le régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Il fait tanguer en ce moment même celui de Pierre Nkurunziza au Burundi et menace dangereusement celui de Denis Sassou Nguesso au Congo. Et même si l'on ne parle pas encore d'agitation au Rwanda, on en est loin, la question est à l'ordre du jour. La limitation des mandats présidentiels intégrés dans les constitutions est-elle un gage de démocratie? A-t-on le droit d'y toucher juste pour l'intérêt d'un homme? Suite du débat africain ce dimanche avec plusieurs invités à la fois au téléphone dans plusieurs capitales subsahariennes, mais également dans ce studio 42 de RFI à Issy-les-Moulineaux. D'abord, M. Pacifique Ninahazoué, le président du Forum pour la conscience et le développement au Burundi. Il est un peu le représentant de la société civile sur place. Il est en direct de Bujumbura, la capitale burundaise. Second invité, en direct cette fois-ci de Brazzaville au Congo, Serge Michel Odzoki, le porte-parole du Parti congolais du travail, le PCT. Il est aussi l'ancien ministre des Sports. Jean-Claude Ntezimana, le secrétaire général du Parti démocratique vert, est notre troisième invité. Il représente un jeune mouvement politique au Rwanda, manifestement l'unique qui exprime ouvertement son opposition au projet de modification de la Constitution que préparent certains dans le gouvernement pour permettre au président Paul Kagame de se représenter. Et sur ce plateau, dans ce studio, une femme, une consoeur qui était la correspondante de l'agence britannique Reuters à Brazzaville, d'où elle a été expulsée par les autorités congolaises en septembre dernier. Sadio Kanté-Morel. Et sur ce plateau, donc, nous allons commencer par lui poser la question de savoir, pour vous, est-ce que la limitation des mandats est une question, est un gage de démocratie? Il y a des pays qui n'ont pas de considération qui n'ont même pas constitutionnellement tenu compte de limitation ou pas de mandat. Oui, ça n'existe pas dans certaines constitutions. Voilà, dans certaines constitutions. Mais moi, je crois que dans même nos ici en zones, France, normalement. Mais il y a un principe. Un acquis que la France s'est imposé, on fait un mandat renouvelable et puis on s'en va. Même si on peut avoir pas forcément, parce qu'on sait bien qu'il y a certains présidents, comme le président Chirac, qui a hésité pendant un moment de savoir s'il se représentait ou pas. Oui, il en avait le droit. Il en avait le droit, il l'a pas fait. Moi, je crois que durer au pouvoir donne des instincts négatifs. Dans le cas de mon pays, qui est le Congo, par exemple, j'ai vu qu'au fur du temps, le président s'est appuyé sur des pouvoirs trop négatifs. On n'a pas le système éducatif n'est pas élaboré depuis 10 ans. On a donné trop de pouvoirs négatifs au directeur général de la police, qui ne fait que opprimer, qui ne connaît que ça. Pas de pouvoir positif au ministre de l'économie et des finances, qui aurait pu nous élaborer des bonnes stratégies de l'économie sur le développement durable et sur l'avenir par rapport à nos enfants. On a 4 000 milliards de budget, sinon plus pour 4 millions d'habitants, et on n'a pas d'eau. L'eau ne coule pas dans nos robinets. On est la deuxième force aquatique. Là, vous parlez de bilan. Mais sur le principe même, est-ce un gage de bonne gouvernance, la limitation des mandats? Je pense que oui, parce que ça permet à la personne de concentrer son action politique, sociale et économique sur une durée et se donner des défis. Et le prochain qui viendra relèvera au mieux ce défi-là que de se dire j'ai le temps. Le temps pour favorise... vous, l'alternance est absolument l'alternance est l'idéal. Voilà. Peut-être pas une absoluté, mais elle est idéale. Monsieur Odzoki, vous partagez ce point de vue? Voyez-vous, Monsieur Foucault, quand j'entends parler... parce que moi, quelque part, je suis aussi journaliste, peut-être qu'il ne le sait pas. Je sais que vous êtes journaliste également. Je me demande si nous avons affaire à une militante d'une cause ou à véritablement un journaliste. Si, je suis devenue opposante à Sassou Nguesso, donc je milite pour le bien-être de mon pays également, d'accord? Vous ne m'avez pas permis d'être journaliste jusqu'au bout, je ne suis pas journaliste actuellement, je milite pour le bonheur de mon pays, pour le respect de la constitution de mon pays, monsieur. D'accord. Et vous l'avez dit, vous voyez que d'un pays à l'autre, les réalités ne sont pas les mêmes. Et vous, le mandat à 2 ans, plutôt 2 mandats, 3 mandats, ce n'est pas du tout la garantie d'une bonne gouvernance. Ce n'est pas du tout le nombre de mandats qui fait la bonne gouvernance. C'est l'exécution, l'application des principes démocratiques et notamment des programmes qu'on se donne. Vous pensez bien que si on met aujourd'hui 2 mandats, mais ce n'est pas... Et au bout de ces 2 mandats, quelqu'un a bien travaillé, les populations, dans tout ce que nous disons là, cette norme qui semble être aujourd'hui la panacée pour tout le monde. Mais où est la place justement du peuple? Moi, j'ai suivi là là, on a un peuple qui est descendu dans la rue au Burundi. Et ce peuple n'est pas forcément entendu.
Mais ça, c'est la réalité du Burundi. Moi, je parle pour ce qui nous concerne au Congo. Alors, si le peuple descendait dans la rue au Congo, est-ce que vous comprendriez qu'il n'a pas besoin de ce troisième mandat? Mais écoutez, justement, le problème n'est pas de dire si le peuple descendait pour qu'on comprenne. Nous ne nous battons pas sur ce principe-là de faire sauter un mandat. Nous parlons de la Constitution dans son ensemble. La Constitution, c'est un ensemble d'articles. Mais nous disons, et vous savez-vous qu'au Congo, et Mme Kanté qui est congolaise, elle sait très bien que ici, tout le monde est d'accord pour dire que cette constitution n'est plus adaptée. J'ai envie de poser la même question à Pacifique. Est-ce que la limitation des mandats est un gage de bonne gouvernance? Oui, passé un certain délai au pouvoir, on a l'impression que les présidents prennent l'habitude de considérer le pouvoir ou le pays comme une propriété personnelle. Et après un certain nombre de mandats, il devient d'ailleurs quasi impossible de renouveler les institutions. Les présidents... Oui, mais vous savez, il existe des grandes démocraties où les présidents sont là depuis longtemps, où les chefs de gouvernement sont là depuis longtemps et où le débat n'existe pas. Vous avez Israël, par exemple, aujourd'hui, où Benjamin Netanyahou n'est pas à son second mandat, par exemple. En principe, dans les systèmes présidentiels, ce n'est pas normal qu'on ait un mandat indéfini, qu'on ait plutôt des gens qui renouvellent indéfiniment des mandats. Ce n'est pas normal dans un système, quand on a un président qui est réellement du pouvoir. C'est un système, celui que vous nous parlez, qui existe plutôt dans les systèmes parlementaires. Et là, le Premier ministre est généralement questionné. Il est redevable à plusieurs reprises. Il doit s'expliquer devant un Parlement. Alors, ce n'est pas la même situation quand il s'agit d'un Premier ministre et d'un régime parlementaire. Et de ce que nous voyons chez nous, quand on a des présidents qui ont tout le pouvoir et qui, à un certain moment, ont la maîtrise de toutes les institutions, y compris des organes électoraux, et qui finalement, à un certain moment, on a les résultats qu'ils veulent. C'est pas normal que dans un certain nombre de pays, lorsque les présidents ont duré, il devient presque impossible de les battre aux élections. Non pas qu'il y ait de bons résultats au niveau de la gouvernance, mais parce qu'un seul homme s'est accaparé de toute la puissance de l'État. Absolument. Alors, je pose la même question à M. Ntezimana, Jean-Claude, qui, lui, n'est pas pour que le président Kagame se représente. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entré dans ce que certains ont appelé la notion de l'homme providentiel, le syndrome, de l'homme providentiel? Je pense que ce qui est bon, c'est donc on ne peut pas dire que ce que les personnes sont en train de dire maintenant, c'est vraiment une opinion de toutes les citoyens du pays. Je pense qu'il y en a d'autres personnes, mais peut-être qui ont peur de se prononcer, mais qui ne veulent pas que le président Kagame puisse continuer dans l'office. Vous avez le sentiment que ce qui est montré aujourd'hui ne reflète pas la réalité, qu'il y a une bonne partie des personnes qui ne veulent pas du changement, de la modification de la Constitution? Évidemment, oui. Je pense que même ceux qui sont dans le gouvernement, c'était entre eux, ils ne préfèrent pas que le président continue, parce que peut-être que entre eux, il y a ceux qui ont peur, et il y en a les autres qui veulent continuer donc en faveur du président pour continuer aussi leur boulot. Pacifique, on sait que dans ces constitutions, on a prévu des dispositions pour empêcher ces modifications intempestives de la Constitution. Pourquoi est-ce que vous choisissez plutôt la rue que la méthode juridique, la méthode qui a été arrêtée pour empêcher ces modifications? Et vous savez, le président Nkurunziza a tenté de réviser la constitution du Burundi en mars 2014. Et il a échoué. Le Parlement a rejeté son projet de révision de la constitution. Mais en dépit de tout cela, il maintient qu'il a l'autorisation, qu'il peut faire un autre mandat, même si la Constitution n'a pas été révisée. Donc ici, c'est surréaliste. Il est révisé pour pouvoir avoir cet autre mandat. Il a échoué à cela, mais il persiste et signe qu'il peut avoir un autre mandat.
C'est anormal. Et dans cette situation, c'est plutôt aux citoyens du Burundi de prendre leurs responsabilités et de défendre leur démocratie. Et nous avons l'impression que si on rate cette occasion en 2015, c'est un président qui va durer encore très longtemps, qui pourrait aller probablement bientôt comme d'autres, un certain nombre d'autres présidents, jusqu'en 2020, 25, 30. C'est un jeune président qui pourrait aller très 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 loin si on n'arrive pas à l'arrêter aujourd'hui. Alors, on écoute quand même pas mal de grandes puissances. On a écouté récemment John Kerry dire très clairement, le patron de la diplomatie américaine, que ce changement de constitution n'était pas envisageable, ce n'était pas légal. Quelle est la réaction sur place? Ça n'a pas de poids sur lui? C'est un président qui n'écoute plus personne. Donc, si vous venez déjà au pays, les églises ont parlé contre le troisième mandat, la société civile, l'opposition, les chefs traditionnels qu'on appelle ici les Washinganae. Et ensuite, c'était le tour de la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, la Tanzanie, l'Union africaine. Tout le monde est en train de dire à son président qu'il met en danger la sécurité du Burundi, la paix qu'on était en train de retrouver, mais c'est un président qui n'écoute plus que lui-même. Monsieur Ozoki, là aussi, dans le cas du Congo, on a écouté les grandes puissances mettre en garde le président Denis Sassou Nguesso contre toute tentative de modification de la Constitution. Est-ce que sur place, on en tient compte? Vous savez, Monsieur Foucault, la communauté internationale dont nous parlons, elle est également représentée ici à travers toutes les institutions internationales, les missions diplomatiques et tout. Mais nous, au niveau du Congo-Brazzaville, ce que nous faisons, en tout cas au niveau du parti, c'est d'avoir des rencontres d'échanger justement avec ces représentants de la communauté internationale. Nous disons pourquoi nous appelons au changement, l'opposition dit pourquoi elle n'appelle pas au changement, et la communauté internationale ici représentée prend en compte tous les avis des uns et des autres. Mais pour l'instant, la communauté internationale n'est pas très d'accord, hein? Bon, mais c'est son point de vue. Mais si la communauté internationale doit se substituer à l'ensemble des forces vives du pays, qui pour les unes sont pour le changement et d'autres contre le changement, écoutez, où allons-nous dans ce cas? Non, une fois de plus, très honnêtement, je crois que la situation telle qu'elle évolue dans notre pays, c'est vrai, il y a deux positions qui sont plus ou moins diamétralement opposées, et nous essayons, à travers les échanges, les rencontres, y compris même avec des partis de l'opposition, chercher un consensus autour de cette question. Vous voyez, nous n'allons pas par des dictats, ce n'est pas du tout... Mais est-ce que la solution ne serait pas tout simplement que le président, une fois qu'il a fini, après 17 ans de pouvoir, se retire? Mais écoutez, oui, mais bien évidemment, monsieur, là, ce que nous disons par rapport à ça, c'est personnaliser le débat, la question. Une fois qu'on aura réglé ça, mais il restera le problème de cette constitution. Et vous savez que la plupart des membres de l'opposition, qu'est-ce qu'ils disent? Non, elle est mauvaise, non, on ne le fait pas maintenant, on le fait après. Ils seront liés également demain par la même constitution, parce que celui qui passera, il aura prêté serment sur la même constitution. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous qui êtes député, si vous êtes encore en fonction, vous serez certainement encore en fonction quand le prochain président congolais prendra les pouvoirs, est-ce que vous allez empêcher le fonctionnement de l'État en ne votant pas les articles et les lois qui permettront le bon fonctionnement de l'État? Ensuite, avant que vous ne me répondiez, je voudrais savoir pourquoi vous avez activé les sages qui ne connaissent pas le langage constitutionnel, à se prononcer, à dire aux femmes, aux handicapés, à toute la couche sociale, à coup d'argent, de venir s'exprimer pour le oui au changement de la Constitution. Et la frange qui dit non, n'a pas accès à la télévision, n'a pas accès aux médias d'État pour dire ce qu'elle... Nous, la majorité des Congolais, nous ne le voulons pas. Vous nous avez créé des partis dits du centre, qui ont créé une pagaille extraordinaire, avec, par exemple, Elvis Okombit-Salisson, qui crée des comités de vigilance que nous appelons une nouvelle Gestapo nouvelle génération, qui va
va inciter les gens, intimider encore à aller dans le sens du changement de la Constitution. Le changement de la Constitution est un faux débat. Elle ne devrait même pas exister parce que elle n'est pas prévue dans notre Constitution. Notre Constitution prévoit des modifications ou révisions qui peuvent être faites par loi organique. Ça, c'est possible. Ce que nous demandons, nous, Congolais demandons, c'est la bonne gouvernance électorale actuellement, qu'un comité technique soit mis en place pour organiser le fichier électoral et qu'il soit électronique, pour qu'il n'y ait pas de triche possible. Si ça souffre que ce qui se présente ou pas, mais laissez-nous le temps, c'est notre pays, c'est pas le pays du PCT, à gérer quand et pourquoi nous voudrions changer notre constitution. Le PCT n'a pas la même mise sur le Congo, il y a beaucoup de partis au pouvoir. Pourquoi il n'y a que le PCT qui peut passer sur les médias, dire ce qu'elle a à dire? Pourquoi le PCT ne fait pas de bonnes orientations? Vous allez le laisser répondre rapidement. S'il vous plaît, vous voyez, je suis vraiment désolé, madame. Quand vous affirmez des choses qui n'ont aucune prise avec la réalité, prenons par exemple, vous dites, le PCT est le seul parti qui passe sur les médias. Nous sommes aujourd'hui, il y a une semaine, il y a eu, vous dites, on a créé de toutes pièces les partis du centre. Mais c'est une injure que vous faites à celles et ceux qui sont là depuis fort longtemps et qui, sur l'échiquier politique congolais, qui sont connus. Les leaders des partis du centre, vous pensez qu'ils sont nés là de ce débat? Monsieur Elvis Okongi, dont vous parlez. Au cours de cette année, monsieur Odjoki. Alors, là, ça tourne au débat congolo-congolais. Voilà, justement, je ne voudrais pas que ça soit. Mais vous voyez que, excusez, monsieur Alain Foucault, vous voyez, ce qui se trouve que par bonheur, RFI est suivi partout au Congo. Et ceux qui suivent justement ce débat savent faire la part des choses entre ce qu'elle dit, qui n'est pas, heureusement bien sûr, parce que la vérité n'est pas nécessairement dans son camp à elle. Et la réalité ici, elle le sait, j'ai compris qu'elle est du camp opposé, c'est tout à fait son droit, mais il ne faut pas qu'elle nie l'existence ou la présence des autres. Maintenant, sur la question d'ensemble, justement, moi je crois que nous, au Parti congolais du travail, nous ne dictons rien du tout. Nous ne dictons rien, nous n'imposons rien. Le débat est lancé, on va en parler souvent. Je reviens vers Pacifique, qui lui est déjà en plein dedans, puisque c'est la crise au Burundi. Quelle est la position de l'armée aujourd'hui par rapport à cette modification de la Constitution? Elle se plie à ce qu'a dit la Cour constitutionnelle? Nous sommes dans une situation que je dirais bizarre. D'abord, depuis que nous sommes en manifestation, le président a essayé d'utiliser la police contre nous, une police qui tire à balles réelles. Nous avons déjà plus d'une centaine de blessés, nous avons 7 morts depuis une semaine et demie. Et jusqu'ici, l'armée s'est comportée de manière très professionnelle. C'est-à-dire plutôt qui, lorsqu'elle est présente, protège les manifestants, protège la population dans les différents quartiers la nuit. Parce que le président, lui, en plus de la police, il a ses services de renseignement, il a une milice de son parti, les Imbonerakure, qu'il utilise contre les quartiers qui manifestent, contre les citoyens, contre tout le reste de ce qui s'oppose à lui. Donc, jusqu'ici, l'armée semble neutre. Et récemment, le ministre de la Défense a d'ailleurs fait une déclaration en disant que l'armée du Burundi allait protéger l'accord d'Arusha. Mais un jour après, son chef d'état-major, qui est d'origine CNDD-FDD du parti du président Nkurunziza, a fait un autre discours qui semblait contrebalancer celui du ministre de la Défense. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui une personnalité ou un mouvement qui peut arriver à faire le consensus entre cette opposition, cette rue qui est en colère, et le président Nkurunziza? Difficile à répondre à cette question, mais nous pensons que c'est là où nous allons. Je pense qu'à la fin, nous finirons par trouver une personne qui fera contrebalancer le président Nkurunziza. Est-ce qu'il y a une menace sur la paix civile dans ce pays qui a connu d'autres drames aujourd'hui? Tout à fait. Les Imbonerakure, qui ont été militairement entraînés, qui ont des armes, risquent de commettre l'irréparable dans ce pays. On peut aller même jusqu'au génocide. En plus des Imbonerakure, oh là là. On a l'impression que le président a des liens très étroits avec les FDLR rwandais, les rebelles FDLR rwandais qui viennent de la République démocratique du Congo. Ça crée un climat extrêmement dangereux qui peut exploser à tout moment.
Mais ça reste un point de vue, puisque vous dites, on a l'impression. On va malheureusement s'arrêter là, puisque le temps tourne vite, et on va reparler de ces modifications de la Constitution qui passionnent véritablement dans la plupart des pays. Et on vous souhaite bon courage, et en tout cas que la paix persiste, que la paix soit sauvegardée en Afrique. Merci monsieur, madame, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Appel sur l'actualité, prenez la